Madame, Monsieur, bonjour. Nous avons parlé la semaine passée de l'histoire de l'islam en Belgique avec notre invité, Monsieur Khalid Zguindi. Et nous avons abordé en tout cas l'histoire de cet islam et surtout les courants, entre autres les tabléries, les chiites, les frères musulmans et puis alors d'autres courants. Nous allons commencer en tout cas aujourd'hui par, disons, un deuxième épisode de notre émission pour aborder aujourd'hui explicitement le courant chiite. Et nous allons donner la parole à notre invité, M. Khalid Zguindi. Bonjour. Bonjour, M. Hamouch. M. Khalid Zguindi, aujourd'hui, on va parler explicitement du chiisme en Belgique. Et je vous donne la parole pour nous expliquer, en tout cas, l'histoire de l'implantation du chiisme en Belgique. Alors, l'histoire de l'implantation du chiisme en Belgique remonte à l'histoire du début de la victoire du courant chiite en Iran. C'est-à-dire en 1979, lors de la révolution islamique iranienne, avec l'ayatollah Khomeini, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que, au début, l'Iran avait proclamé tout de suite que son intention, c'est-à-dire l'État iranien, l'État chiite iranien, la Wilayat al-Faqih, avait proclamé dès le début que son intention était de propager le chiisme à travers le monde. Donc ce n'était pas quelque chose de caché ou quelque chose de camouflé comme cas dans le chef d'un certain nombre de courants islamistes. Les Iraniens, ils étaient très clairs depuis le début: nous allons promouvoir la propagation de ce courant à travers la planète. Et là où il y a des musulmans, nous allons nous adresser à eux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la propagation de ce courant chiite iranien, je précise bien iranien, s'est faite en concurrence avec la propagation aussi du courant wahhabite saoudien. C'est-à-dire que les deux États, et depuis très longtemps, avaient une revanche à prendre l'un sur l'autre, et surtout les chiites par rapport aux sunnites, parce qu'ils estimaient qu'ils avaient été tout à fait discriminés, stigmatisés, et pas du tout valorisés. Et ils avaient donc aussi une revanche à prendre historique sur l'assassinat de l'imam Hussein, le fils de Fatima Zahra, la fille du prophète, et de Ali radiallahu anhu. Donc ils avaient cette revanche historique à prendre sur le monde sunnite en général, et surtout sur le wahhabisme qui, lui, a pour vocation de réunir sous sa tutelle, sous sa houlette, le monde sunnite à travers la planète également. Donc cette concurrence a été donc un des principaux éléments galvanisateurs de l'action iranienne pour, dans sa vocation à s'exporter à travers la planète. Et donc, à partir déjà de 1980, des étudiants iraniens, fidèles donc au régime, ici en Belgique, et notamment à l'ULB, ont commencé à prendre contact avec un certain nombre de jeunes instruits, marocains, de Belgique, des jeunes imams, des jeunes intellectuels à l'ULB et ailleurs, pour essayer de pénétrer la communauté marocaine de Belgique. Ça a marché un peu, pas tellement, dans la mesure où l'une des principales places fortes qu'ils sont arrivés à conquérir était située à Saint-Josse, dans la mosquée Al-Azhar à Saint-Josse. Là, ils ont réussi à enrôler chez eux, à recruter chez eux un imam qui était à l'origine sunnite, un jeune imam, Mohamed Ben Khidar,
qui étaient à l'origine sunnites, et qu'ils ont réussi à attirer vers la doctrine chiite et surtout l'attirer vers une sympathie pro-iranienne. Donc à partir de 1984, cela a été fait. En 1985, le premier signal qui a été lancé à l'opinion publique ici en Belgique à travers la présence de ce courant chiite était une manifestation en 85 qui avait eu lieu ici à Bruxelles, dans le centre bruxellois, où à peu près 500 à 600 personnes ont participé à une manifestation qui au départ était destinée à protester contre le bombardement de Tripoli par l'aviation américaine et donc de Kadhafi, mais qui s'est vite transformée, cette manifestation, en marche de soutien au régime iranien. Et là, on a vu des grands portraits, géants d'ailleurs, de Khomeini et des autres ayatollahs brandis par une centaine, 150 jeunes d'origine marocaine pratiquement tous, avec les étudiants iraniens qui étaient donc en contact avec eux, en plein centre de Bruxelles. Et le lendemain, toute la presse a parlé de la présence. C'était vraiment la première manifestation publique et vraiment la première démonstration de ce courant en Belgique, où l'on a su qu'il y avait, mais bon, les gens qui suivaient, et des observateurs qui suivaient la présence de ce courant savaient qu'il y avait des prémices de l'organisation de ce courant en Belgique, mais vis-à-vis du grand public, c'était vraiment à ce moment-là qu'on a pris, et des médias d'ailleurs aussi, et du monde politique, qu'on a vraiment pris la mesure de la présence de ce courant lors de cette manifestation. Ok. Et vous avez dit tout à l'heure que pendant votre explication à la première, en tout cas, apparition du chiisme et surtout à Saint-Gis, que le nombre n'est pas important, alors que on sait qu'en Belgique, il y a plus ou moins 750 000 musulmans et plus ou moins 40 000 convertis sont d'origine marocaine. Donc le chiffre est quand même très important, M. Khalil. À l'origine, le nombre de personnes, d'abord le nombre de personnes issues de l'immigration marocaine était moindre. Il y avait entre 450 et 500 000 personnes à l'époque, mais bon, ça n'est pas tellement loin du chiffre actuel. Et puis, sur la place publique, il n'y avait absolument pas de chiites, à part quelques personnes qui avaient, à titre individuel, adhéré à la doctrine chiite, mais pas forcément de sympathie avec le régime iranien. Donc, l'enrôlement, le recrutement des Marocains dans le courant chiite iranien de la Wilayat al-Faqih a commencé vers le début des années 80. Il se fait comment, en fait, ce recrutement? Comment, en fait, quels sont les mécanismes que peut-être les chiites utiliseraient pour justement, en fait, recruter des jeunes Marocains? Alors, fatalement, un élément essentiel qui a permis au chiisme iranien de s'implanter et de progresser et de se répandre en Belgique, ce n'est pas à proprement parler à partir de l'Iran que cela est venu, mais c'est venu avec la guerre entre Israël et le Hezbollah au Liban. Et bien sûr, ce que le Hezbollah avait qualifié à l'époque en tout cas, de résistance contre les 2 ou 3 guerres qui ont été menées par Israël contre Beyrouth, etc. Donc, le fait que le Hezbollah avait bien manœuvré à cette époque-là, sur le plan médiatique, etc., pour montrer à quel point il était capable de résister à l'offensive massive des chars et des avions et des soldats israéliens dans le sud Liban, avait fait qu'une très grande sympathie de la part des jeunes musulmans de Belgique s'était manifestée à l'égard de Hezbollah libanais, qui était lui chiite et qui est lui chiite et qui est donc inféodé au régime iranien. Donc le coup de pouce décisif qui a été donné à la propagation du chiisme en Europe, et en Belgique en particulier, n'est pas venu de l'Iran lui-même, mais est venu du Liban. Et surtout de la guerre de 1982, qui a vu pendant à peu près 2 mois
des batailles rangées dans le sud Liban et des coups assez durs infligés à l'armée israélienne au Liban par les forces et les combattants du Hezbollah. Et donc là, on a vu des manifestations dans les rues qui protestaient d'abord contre l'offensive... Ici en Belgique. En Belgique. L'offensive israélienne au sud Liban. Mais surtout, là, le courant chiite a recruté en masse au sein des jeunes musulmans qui avaient participé par dizaines de milliers à des manifestations qui s'étaient déroulées un peu partout en Europe, en Belgique, à Bruxelles, à Liège et dans d'autres villes belges. Donc finalement, si vous voulez, le coup le plus important qui a été donné et le souffle le plus important qui a été donné au recrutement des jeunes Marocains, surtout des jeunes Marocains en faveur du régime iranien, n'est pas venu de l'Iran lui-même, mais est venu de la guerre, enfin des offensives qui avaient été bloquées, malgré d'énormes dégâts et de leurs victimes qui ont été donc enregistrés dans le cadre de ces offensives au sud Liban. Donc, c'est ces guerres-là qui ont permis aux étudiants iraniens, aux chiites marocains qui n'étaient pas très nombreux, de recruter vraiment en masse au sein de la communauté marocaine de Belgique. Il existe aussi des mariages mixtes entre les femmes marocaines et les hommes libanais ici en Belgique. Et la facilitation, en tout cas maintenant, d'octroi de la nationalité marocaine selon la nouvelle Moudawana, pour les parents, en tout cas, qui ont des enfants, des mariages qui ont des enfants marocains et reconnus leur nationalité par le Maroc. Ça aussi, cette piste-là aussi existait éventuellement. Tout à fait, mais on va pas dire aujourd'hui, ça serait trop facile que tous les maris d'origine libanaise sont des chiites, loin de là. Parmi ces personnes-là, il y a certainement des chiites, mais on peut dire aussi une autre chose, c'est que la plupart des Libanais de Belgique sympathisent avec la cause du Hezbollah, même s'ils ne sont pas, je dirais, de confession chiite. Et donc ça a beaucoup aidé, etc. Ça a motivé le recrutement. Donc l'enrôlement des jeunes, et c'est d'ailleurs à la suite de ces offensives et de ces victoires, si on peut les qualifier comme ça, de Hezbollah libanais contre l'armée israélienne, que nous avons assisté à la création de la première mosquée de chiites ici en Belgique, et qui était inféodée, je dirais, au régime chiite iranien à Anderlecht, la mosquée Ar-Rida. Et bien sûr, j'ai tout à l'heure souligné le fait que à Saint-Josse, à la mosquée Al-Azhar, le courant chiite s'était implanté, mais qui avait connu un échec très important dans la mesure où les Marocains qui avaient inauguré cette mosquée ne voulaient pas du tout de ce courant dans leur lieu de culte, et donc ils ont quelque part chassé cet imam, Mohamed El-Khida, qui était marocain, qui lui est venu à ce moment-là à la mosquée Rida d'Anderlecht, et qui avait donc officié comme imam là-bas. Donc il avait été récupéré par la première mosquée qui s'était identifiée comme vraiment... C'est la mosquée qui a été incendiée à un moment donné, c'est ça? Voilà. Oui. Et donc, c'est comme ça que... Alors, qu'est-ce qui s'est passé autour de cette mosquée? On a commencé à développer un certain nombre d'activités à caractère économique, à caractère culturel, à caractère, je dirais, à caractère d'enseignement, etc. Autour de la mosquée sont nées un certain nombre d'activités. Alors, parmi les activités qui sont nées, c'est d'abord, comme on le sait, vous l'avez souligné tout à l'heure, à partir des mariages d'Iraniens ou de Libanais avec des Marocains de Belgique et d'ailleurs, mais il y a aussi le phénomène aussi de l'implantation d'un certain nombre de cadres
hautement formés, iraniens, comme indépendants ici en Belgique. Des cadres universitaires qui se sont installés comme médecins, avec des cabinets médicaux, comme dentistes, comme indépendants dans pas mal d'activités. Et ils se sont installés dans les quartiers à forte concentration marocaine, notamment à Saint-Josse, mais surtout à Molenbeek et Anderlecht. Et donc ces cabinets médicaux, qui étaient gérés, ou qui appartenaient à des anciens étudiants iraniens ou à des Libanais de confession chiite, mais d'obédience iranienne, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à recruter, donc au sein de leur cabinet, ces médecins-là, des jeunes Marocains ou Marocaines, comme stagiaires, ou comme employés, secrétaires d'accueil, etc., pour procéder à l'accueil du public, surtout marocain, qui habite ces quartiers. Donc c'est une stratégie qui avait été mise, je dirais, en place, mise en circuit, pour accueillir le public marocain dans ces cabinets. Et comment on accueille ce public? Vous avez à payer, ben vous payez. Vous n'avez pas à payer, c'est pas grave. Vous revenez une autre fois, vous payez, vous voulez faire une prothèse à votre enfant, vous venez, voilà, le médecin vous voit. Si vous n'avez pas assez d'argent, on vous suggère des facilités de paiement. Parfois, on vous demande, on laisse tomber un certain nombre, de contraintes financières pour soigner les gens. Et donc, que ce soit les dentistes, que ce soit les médecins, etc., ont commencé à travailler comme ça. C'est un peu comme la médecine populaire que pratiquent aujourd'hui les gens du PTB, c'est en Belgique. Oui. Vous voyez, les maisons médicales, etc. Je ne parle pas des maisons médicales officielles qui existent dans les quartiers, mais la médecine populaire que pratiquent les groupes communistes dans le temps pratiquent comme ça. C'est le cas aussi des écoles. On donne des cours d'arabe et de religion islamique aussi, donc c'est le même, je pense. Voilà, donc tout ça, ça a été mis en place, un certain nombre de services. On aide les enfants aussi à rattraper leur cours scolaires en mathématiques, etc. Donc on a mis en place un certain nombre de services qui répondaient aux attentes et aux besoins du terrain des gens. Et qui aussi aidaient les gens à s'en sortir économiquement. Et puis il y a aussi le volet et proprement parlé économique. Un certain nombre de Internet, etc., de locaux Internet ont commencé à ouvrir leurs portes, financés en sous-main par des gens qui avaient de l'argent, qui étaient iraniens ou libanais, mais qui recevaient cet argent-là, je dirais, d'un certain nombre de circuits qui venaient aussi de l'Iran, et on mettait ces cyber, on mettait ces restaurants, ces snacks, ces activités commerciales, on les mettait à la disposition de jeunes Marocains qui étaient à la recherche de travail, mais qui n'arrivaient pas à trouver du travail. Et donc, sur le plan économique, on a aussi commencé à développer un certain nombre d'activités dans lesquelles on insérait des jeunes Marocains, mais évidemment avec à la clé un recrutement qui se faisait en faveur du régime chiite iranien. Et comme ça, petit à petit, sur une période d'à peu près 20 à 25 ans, on a assisté à un engouement, un ralliement des jeunes Marocains qui bénéficiaient de tous ces services, de tous ces encadrements. Donc on a commencé à voir ces jeunes renflouer de manière massive et venir vers le chiisme. Beaucoup de ces jeunes, au départ, ne savaient pas qu'ils adhéraient au chiisme iranien, mais qu'ils adhéraient à un courant qui était un courant d'abord de résistance, qui développe un discours, je dirais, victimaire à outrance, en faveur des mostad'afin, les opprimés. Vous voyez, l'Iran, c'est comme ça qu'il développe son discours, c'est tous les opprimés de la terre. Dans le temps, les communistes faisaient ça aussi, en Chine, en Russie, etc. Et donc c'est un discours qui a fonctionné à un moment donné et qui continue de fonctionner maintenant. Le chiisme, en tout cas en Belgique,
y a Bruxelles est connue comme une religion, une pratique sans histoire. C'est plutôt des gens qui vivent, en tout cas, qui pratiquent leur culte et leur spiritualité en douceur. Donc il n'y a pas d'histoire, en fait, au niveau sécuritaire, etc. Quel est, à votre avis, le danger que peut éventuellement causer cette religion? Pourquoi, par exemple, le Maroc s'inquiète-t-il pour ce courant qui est en train de se développer et qui est en train de recruter en masse les jeunes marocains et surtout la jeunesse marocaine en Belgique? Deux mots avant de répondre à cette question qui me semble important à souligner. D'abord, par rapport à ces jeunes, à cette jeunesse qui a adhéré dans le cadre de toutes ces activités dont on a parlé, etc. La sympathie pour le Hezbollah, la bataille des opprimés contre les oppresseurs, etc. Tout ce discours-là. Ces jeunes-là recevaient des responsabilités. Ils recevaient des responsabilités à l'intérieur des mosquées, à l'intérieur, je dirais, de toutes les structures de fonctionnement du chiisme iranien et libanais en Belgique. Donc ils recevaient des responsabilités, ils bénéficiaient d'une certaine reconnaissance, même s'ils n'étaient pas bien formés pour assumer ces responsabilités, on les formait pour les assumer. Et dans le cadre je dirais, de la prise en charge de ces responsabilités, on prenait ces jeunes et on les envoyait poursuivre des formations en Iran. À Téhéran, à Qom, dans la ville de Qom, à peu près tous les 2-3 mois, il y a toujours un départ d'à peu près 50, 60, 100 jeunes qui partaient là-bas pour parfaire leur formation initiale qui est reçue ici en Belgique par des cheikhs qui venaient d'Iran. Et donc, ils allaient eux-mêmes là-bas pour recevoir cette formation qui était une formation, je dirais, théologique, mais de sensibilité chiite, mais aussi une formation politique, dans la mesure où ce discours dont je parlais tout à l'heure, de la lutte des opprimés contre les oppresseurs, etc., revient tout le temps dans ces discours-là. Okay. Donc, on a assisté au départ de milliers de jeunes durant ces dernières années vers l'Iran et tout frais payés, logés, nourris, qui recevaient des bourses pour poursuivre, comme d'ailleurs faisaient les Saoudiens avant, lorsqu'ils envoyaient des jeunes de chez nous, à partir du centre islamique de Belgique, vers l'Arabie Saoudite pour parfaire leur formation. Donc c'est dans la même logique que ça se faisait. Donc, formation et octroi de responsabilités parfois importantes d'imams, de gestionnaires de mosquées, de gestionnaires je dirais, d'actions de charité, etc., etc. Tout ça, ça a fait que ces jeunes-là se sont sentis valorisés, reconnus, par rapport à une reconnaissance qu'ils estimaient ne pas être donnée par la société dans laquelle ils vivent. Mais on revient à la question, donc une religion tranquille, sans histoire ici en Belgique, etc., qu'il serait en tout cas le danger, de quoi on a peur en fait quelque part de ce courant chiite ici en Belgique. On ne peut pas dire que le régime iranien a été tout à fait absent de ce qu'on peut appeler le terrorisme international, puisque à un moment donné, dans les années 80, on a assisté à un certain nombre de règlements de compte, d'assassinats à Paris ou ailleurs, mais c'était à travers l'envoi d'agents iraniens ou de personnes iraniennes hésitant en France ou ailleurs, qui étaient envoyés pour assassiner un certain nombre de leaders politiques iraniens qui étaient dans l'opposition iranienne en exil. Voilà, donc à Paris, il y a eu un certain nombre d'actions. Il y a encore des poursuites qui sont lancées aujourd'hui encore contre des activistes iraniens qui avaient commis des assassinats. Mais on ne peut pas dire que l'Iran pratique la même politique que l'Arabie Saoudite ou que les djihadistes
qui sont donc imbus de cette doctrine wahhabite, etc. En Europe, non, l'Iran ne pratique pas. L'Iran, son objectif premier d'abord, je ne sais pas si l'avenir dictera à l'Iran d'exporter la violence qu'il exerce maintenant au Proche-Orient vers l'Europe. Nous verrons. Nous verrons. Je pense que c'est une hypothèse qu'il ne faut pas rejeter, mais la violence que l'Iran exerce actuellement, elle l'exerce contre ses voisins sunnites du Golfe et aussi contre les peuples arabes du Proche et du Moyen-Orient, que ce soit en Syrie, où maintenant la répression qui est exercée contre le peuple syrien qui se bat pour ses droits est menée conjointement avec le régime syrien, l'Iran, le Hezbollah et la Russie. Au Bahreïn, ils essayent de créer des situations de tension et de troubles pour essayer de déstabiliser je dirais le royaume de Bahreïn. Au Yémen, ce sont les Iraniens qui promeuvent la violence. Ils ont pris en main totalement un pays qui était un pays au départ sunnite, ou un pays en tout cas multiconfessionnel comme le Liban. Et donc la violence, elle l'exerce, mais elle est circonscrite dans la région du Proche et du Moyen-Orient. Maintenant, il faut voir avec l'avenir si cette violence se manifeste ici à travers des affrontements entre chiites, etc., si on ne va pas l'exporter vers les pays d'Europe. Moi, je ne l'exclus pas. Et quel serait, en fait, en tout cas, quel serait l'objectif général, par exemple, des chiites, ou de la chiitisation, en tout cas, si on peut appeler ça comme ça, de l'Europe ou de Bruxelles, par exemple. Parlons que de Bruxelles. Ici à Bruxelles, nous vivons à Bruxelles, nous avons récemment vécu des attentats à Malbec, etc. Et on sait que, parce que je sais en tout cas moi, que les chiites n'ont jamais, par exemple, commis d'attentats, n'ont jamais été en tout cas à l'origine de quoi que ce soit comme menace, etc. ici en Belgique. Est-ce que, à votre avis, quel serait l'objectif général, en tout cas, de la chiitisation de Bruxelles ? Alors, l'objectif, qui est tout à fait un objectif différent de l'Iran, je veux dire, en Europe, qui est contraire tout à fait à l'opposé de ce que vise, par exemple, le courant frériste, qui est un courant qui se bat depuis toujours pour instaurer ou réinstaurer le khalifa. Qu'on va aborder la semaine prochaine. Voilà, que le khalifa, d'abord dans le monde musulman, et puis au-delà, pourquoi pas, on le sait, mais voilà, ça c'est le courant de frères. Les Iraniens ne veulent pas de ça en Europe. Les Iraniens ne veulent pas, en tout cas actuellement, de ça en Europe. Parce que ce sont des gens qui font dans la stratégie, à court, à moyen et à long terme. Et ce sont des gens, les chiites, ce sont des gens qui calculent, mais vraiment au centime près, les rapports de force sur le terrain international. Ils savent très bien qu'aujourd'hui, il n'est pas dans leur possibilité de faire cela. C'est-à-dire de proclamer qu'ils veulent chiiser l'Occident, l'Asie, etc. Pour le moment, la bataille première et le combat premier, c'est d'abord gagner la bataille dans la région du Golfe et dans la région du Proche et du Moyen-Orient. Ça veut dire que les chiites sont conscients, contrairement aux autres courants sunnites islamiques, qu'il ne faut pas brûler les étapes. Leurs forces ne leur permettront pas de le faire. Le discours, à l'essence, de l'Iran, au départ, et encore jusqu'à maintenant, vis-à-vis de l'expansion de la doctrine chiite, ne permet pas de dire que cette expansion ne figure pas dans leur objectif.
Parce que l'exportation de leur révolution en Europe, au sein des communautés musulmanes, peut conduire un jour peut-être, si dans leur stratégie ils estiment que le moment est venu de le faire, peut conduire à propager des troubles ici en Europe. Ils le font dans certains pays du Maghreb, comme le Maroc par exemple, où ils essayent maintenant de s'infiltrer un peu dans la société. Mais ici en Europe, le moment de pratiquer cette politique, le moment d'appliquer cet objectif n'est pas encore arrivé, mais je ne pense pas qu'il faut l'exclure de manière tout à fait radicale. Iman Lachar, ou Madame Iman Lachar, chercheuse en tout cas à l'université flamande de Bruxelles, a fait une étude en tout cas sur le chiisme en Belgique, à Bruxelles, et il a en fait stipulé dans son étude que la majorité écrasante, ce sont des Marocains, des convertis. Qu'est-ce que le Maroc fait, par exemple, pour empêcher la chiitisation, en tout cas des Marocains ici en Belgique? Le Maroc ne fait rien, ni pour empêcher les Marocains d'embrasser la doctrine chiite, ni pour empêcher les jeunes Marocains d'abonder dans le sens du djihadisme. Le Maroc travaille sur le plan uniquement sécuritaire. L'aspect théologique, l'aspect préventif, l'aspect éducatif, l'aspect encadrement spirituel est totalement absent de la stratégie marocaine en Europe. Le Maroc a instauré un système où simplement tout ce qui travaille, je dirais peu ou prou, en collaboration avec l'État marocain, travaille dans le sens d'ouvrir les yeux, de voir ce qui se passe au niveau sécuritaire. Mais et c'est malheureux de le dire, ni le Conseil des oulémas de Marocains de Belgique, ni les personnes qui travaillent autour du rassemblement des musulmans de Belgique, ni tous les groupes qui travaillent, je dirais, en collaboration avec les structures marocaines, ne sont chargés, ou avec le CCME ou ailleurs, ne sont chargés pour le moment de former les jeunes à éviter ou à résister, je dirais, à toutes les tentatives de recrutement d'où qu'ils viennent, et qui viennent surtout du Proche et du Moyen-Orient. Donc le Maroc travaille sur le plan sécuritaire, uniquement. Et là, malheureusement, il faudrait qu'un jour le Maroc se rende compte, évidemment, il faut qu'il travaille sur le plan sécuritaire, évidemment. Quand on a 5 millions de ressortissants qui sont éparpillés à travers la planète et qui rentrent, en tout cas pour la plupart d'entre eux, régulièrement au Maroc, évidemment que le Maroc doit savoir ce qui se passe. Mais travailler uniquement sur le plan sécuritaire et policier n'est pas suffisant, à votre avis. N'est pas du tout suffisant. Il faut maintenant que le Maroc fasse comme font pourquoi pas les frères musulmans, la prise en charge de la jeunesse sur le plan spirituel, comme font les chiites. Mais pour cela, il faut revoir toute cette politique. D'abord, la revoir comme politique, comme stratégie. La revoir. Essayer de la réviser. Et puis se donner les outils nécessaires à travers des formations, de vraies formations, d'imams, de cadres, etc. etc. J'ai appris, en tout cas récemment, que les responsables, en tout cas de la communauté chiite de Belgique, ont introduit une demande en fait de créer un organe, une sorte d'exécutif en fait chiite. Est-ce que c'est vrai cette information? Tout à fait. Alors, c'est pas récent, c'est depuis quelques années que cette discussion a lieu au sein d'un certain nombre de structures ou d'associations, de mosquées qui émargent peu ou prou, en tout cas, qui sont inféodés au régime iranien, mais qui sont des chiites. Et ils ont leur raison. Ils ont leur raison, et ce qui se passe aujourd'hui, depuis 2 ans, au sein de l'exécutif des musulmans,
je pense que ça ne peut que les encourager à aller dans ce sens-là. Dans la mesure où la seule représentante de ce courant, Isabelle Prel, bien sûr, qui est aussi sympathisante du régime iranien, quoi qu'ils disent le contraire, parce que bon, j'ai aussi mes sources, et donc, ces personnes-là sont aujourd'hui acculées parce qu'ils ne trouvent plus leur place au sein des structures qui sont aujourd'hui, comme l'exécutif des musulmans, qui est devenu une structure purement marocaine. À telle enseigne que même les Turcs maintenant émettent un certain nombre de réserves sur le fonctionnement de l'exécutif. Et lorsqu'on assiste à toutes les activités qui se déroulent aujourd'hui et qui sont à l'initiative de l'exécutif des musulmans de Belgique, ce sont malheureusement, on va le dire comme ça, réservés, je dirais, à des cadres de nationalité d'origine marocaine, que ce soit par rapport aux marches qu'on a vues après les attentats, que ce soit aux soirées qu'on organise, que ce soit à la formation des imams, que ce soit dans toutes les activités qui sont menées par les musulmans, ni les subsahariens, ni les convertis, encore moins les chiites, ne trouvent leur place. Et c'est partant de ce constat qu'aujourd'hui, je crois, les chiites sont sur le point d'interpeller le ministre de la Justice, Koungheis, pour lui dire que, voilà, les choses étant ce qu'elles sont, nous n'avons pas notre place au sein de ces structures-là, en tout cas exclusivement, nous voulons avoir un organe chef de culte chiite. Et je ne sais pas si demain ou après-demain, les Nigériens ou les autres subsahariens ne vont pas aller dans ce sens-là, mais ce qui se passe autour et à l'intérieur de l'exécutif des musulmans n'encourage pas ces minorités à rester unies. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui sera vraiment regrettable, c'est-à-dire d'introduire une division à l'intérieur, non seulement entre musulmans et non-musulmans, mais entre musulmans eux-mêmes aujourd'hui. Monsieur Khalid Zguindi. Et j'en appelle vraiment aux responsables de l'exécutif musulman et à ceux qui travaillent à ce niveau-là de prendre vraiment conscience et d'être des éléments réellement fédérateurs, mais pas pour l'ensemble des musulmans et pas uniquement. Monsieur Khalid Zguindi, merci pour votre présence aujourd'hui sur le plateau. Et alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour aborder le sujet des frères musulmans. Merci.